Merci d'être avec nous sur Burkina Info TV. Salut à tous et bienvenue à l'émission Le Grand Déballage. Le Grand Déballage qui reçoit aujourd'hui un professeur de littérature francophone. Il est burkinabé, il s'appelle Edgar Sankara. Il est donc de retour au Burkina. Chaque année, il vient et il repart. Il est citoyen américain également. Nous avons le plaisir de le recevoir pour partager avec lui son document, mais également l'actualité au Burkina. Monsieur Sankara, bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Odargo. Bienvenue à Burkina Info TV. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes citoyen américain, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Ça vous fait quoi de revenir régulièrement dans votre pays? Bon, ça me fait beaucoup de plaisir, ça me fait beaucoup de bien de revenir à la source, à mes racines. Et c'est une force, c'est une forme donc de ressourcement personnel, de revenir au contact de la réalité du pays et de garder le contact avec le pays d'origine. Alors, garder le contact avec le pays d'origine, pour vous, est-ce permanemment un défi? Vous vous dites chaque année, advienne que pourra, vaille que vaille, contre vents de marée, il faut que je revienne dans mon pays. Oui, je pense que c'est essentiel parce que pour avoir vécu pendant assez longtemps aux États-Unis, j'ai constaté que lorsque je laissais passer 5 ans avant de venir au Burkina Faso, il y avait des changements énormes et j'avais du mal à m'adapter. Et je me suis dit qu'il serait quand même beaucoup plus important pour moi de revenir chaque année. Et j'ai de la famille au Burkina Faso. J'ai fait des recherches aussi qui portent sur le Burkina Faso. Donc pour moi, le retour est naturel. Les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément au Burkina. Vous êtes là en 2017 et vous avez été au courant de cette actualité. Vous l'avez vécu, on pourrait le dire, au Burkina Faso, les attentats de Ouagadougou, donc avec l'attaque de ce restaurant turc, Oui. avec 18 personnes qui ont été tuées. Comment vous avez vécu ces événements dans votre pays? D'abord, je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces personnes qui ont été fauchées par cette attaque barbare, comme on l'a qualifiée. Et j'ai vécu cela dans la douleur, comme tous les Burkinabés. Et j'ai aussi une pensée pieuse à l'endroit de ceux qui sont blessés. Et je leur souhaite un prompt rétablissement. J'ai vécu cela dans la terreur, comme tout le monde, et dans la consternation également, parce que c'était arrivé de façon subite. Et je pense que nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour essayer de contrer ce genre d'attaque-là. Je crois que plus d'efforts doivent être faits, pour contrecarrer ces attaques-là. Je pense que la prévention vaut mieux que la guérison. Alors, à vous Voilà. entendre attentivement parler de cette question, beaucoup vous diront, mais monsieur Sankara, vous êtes aux États-Unis, même les États-Unis sont victimes de terrorisme aujourd'hui. Absolument, c'est vrai, mais au niveau des États-Unis, quand même, il y a un réseau d'information, d'intelligence et de contre-intelligence qui fait qu'on est à même de pouvoir même, on va dire, désamorcer une attaque terroriste. Il y a aussi des alertes qui sont envoyées pour mettre les forces armées ou les forces de défense et de sécurité en alerte maximale pour que ces forces-là soient vigilantes pour contrecarrer ce genre d'attaque-là. Donc il y a un système, un réseau d'information qui rend en fait la lutte contre le terrorisme très, très, très efficace aux États-Unis. Alors, vous souhaitez qu'on implémente cette expérience dans des pays comme le Burkina Faso? Je pense que ce serait très, très, très salutaire pour le Burkina Faso. Comme je l'ai dit, la prévention vaut mieux que la guérison. C'est un gain en termes de nombre de personnes qui seront touchées par ces attaques-là. Et pour les citoyens burkinabés aussi, ce serait un gage de confiance de savoir que le gouvernement prend des mesures en vue d'assurer la sécurité de tout un chacun. Et, excusez-moi. Voilà, vous êtes burkinabé, vous avez longtemps résidé aux États-Unis, vous êtes même citoyen américain. Oui. Alors, un élément très important, vous revenez dans votre pays, le Burkina qui depuis maintenant pratiquement 2 ans est victime de barbarie, d'actes terroristes de cette nature. Est-ce que c'est, en tant que burkinabé, ça vous révolte de voir que notre pays est régulièrement victime de ces attaques-là? Oui, cela me révolte d'une part, mais en même temps, je constate également que c'est un peu dans l'ordre des choses. Pourquoi je dis cela? Le Burkina Faso se trouve dans une zone qui est, on va dire, prédisposée à ces attaques-là, puisque nous savons que nos voisins du Mali sont aussi la proie, et nos voisins du Niger en sont également des proies, même jusque chez nos voisins du Sud, en Côte d'Ivoire, il y a des attaques terroristes. Donc le Burkina Faso est au milieu de tous ces pays, et donc il me semble que le Burkina Faso est dans une zone dangereuse, en fait. Mais pour moi, ce n'est pas, je ne voudrais pas m'apitoyer sur la situation de prédisposition du Burkina Faso. Ce sont plutôt les mesures qu'on met en place pour essayer de contrecarrer ou du moins de combattre ces attaques-là. Je pense que plus d'efforts doivent être faits
pour balayer un peu cela. Alors, de janvier 2016 à août 2017, beaucoup d'efforts ont été consentis par les autorités. En tout cas, le constat global qui se dégage au sein de l'opinion, c'est que pour une des rares fois en termes de communication et de réactivité des forces de défense et de sécurité, des efforts énormes ont été faits. Oui, pour cette attaque et pour surtout la réactivité de nos forces armées, de nos forces de défense et de sécurité, on a remarqué un gain, une légère amélioration. Je pense que c'est à saluer, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et moi, comme je l'ai dit en entame de l'émission, je voudrais donc inviter, ou c'est un plaidoyer en tant que citoyen, demander au gouvernement de faire beaucoup plus d'efforts au niveau de la collecte d'informations. Pour vous, c'est le renseignement qui est peut-être défaillant? Le renseignement est beaucoup plus défaillant parce que ces personnes sont arrivées dans notre pays et ont eu des armes d'assaut qui ne sont pas disponibles au commun des Burkinabés. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ce genre d'armement-là? Et au niveau même de leur identité également. Parce que jusqu'à présent, on a dit on n'avait pas encore identifié ces personnes-là. C'est dit qu'il y a un problème de renseignement qui doit être pris au sérieux par les forces de défense et de sécurité. Voilà. Alors pour des pays comme les États-Unis, vous pensez qu'il y a une manière de faire particulière là-bas qui peut être utilisée par le Burkina Faso éventuellement? Bon, et je crois que je peux me tromper, mais je pense que les États-Unis font aussi un ciblage au niveau de certains groupes de personnes qui pourraient être dangereux pour la sécurité des États-Unis. Et donc ces personnes-là sont surveillées, sont mises en écoute ou du moins sont surveillées de façon quasi discrète. Mais on essaie de faire un travail d'attention à ces personnes-là pour voir si... D'abord, même, on les étudie d'abord. On les étudie pour voir quelles sont les habitudes, qu'est-ce qui les prédispose à la radicalisation. Et on essaie aussi de faire un travail de renseignement pour voir si un groupe parmi ce groupe-là, un sous-groupe parmi ce groupe-là veut se détacher pour faire un acte contre la sécurité des États-Unis. Donc pour moi, le renseignement est une clé essentielle. Je pense qu'il faut également sensibiliser la population pour qu'elle collabore avec les forces de défense et de sécurité. On parle toujours de l'armement qui est défaillant, des moments logistiques. Il y a des moyens de surveillance qu'on peut acquérir à des prix, je veux dire, qui sont à la portée d'un gouvernement qui se respecte en fait, d'un gouvernement souverain. Je pense que la question de moyens peut être résolue. Voilà. Alors, pour le cas du Burkina Faso, vous avez parlé de suivre des gens. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'informatisation et même d'ADN? Parce qu'on a vu que dans beaucoup de pays, rapidement quand vous arrivez, on arrive à situer les responsabilités, on peut vous suivre et tout ça. Mais nous n'avons pas encore cette technologie. Est-ce que ce n'est pas peut-être là l'une de nos failles que les terroristes exploitent? Je pense que vous avez touché là un domaine qui est très sensible, effectivement. C'est vrai, ce que vous dites, c'est un problème d'informatisation des données qui fait que souvent il y a des défaillances et les terroristes en profitent d'ailleurs. C'est leur mode opératoire. Ils essaient de tester votre système de sécurité et ils entrent dans des failles pour vous attaquer. Donc il faudrait faire un effort particulier sur le fichage de toute personne. Pas dans le sens d'espionner tout le monde, mais quand même de cibler certains groupes qui pourraient être disposés à préparer des attaques contre le Burkina Faso. Il y a également, j'ai suivi à la radio quelquefois des appels aux auditeurs, je crois que c'était sur une radio locale, des citoyens qui se sont alarmés du fait que souvent nos forces de défense et de sécurité laissent passer des gens qui n'ont même pas leur carte d'identité. Donc vous voyez, et souvent, cela se fait aussi moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Alors déjà, il y a un problème de formation aussi qui doit être fait à la base au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour qu'on mette l'accent sur le filtrage ou le contrôle d'identité des personnes qui entrent et qui sortent du pays. Voilà, je pense que c'est très important. Toute nouvelle personne qui entre et qui ressort doit impérativement être connue. Absolument. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas entrer dans le pays sans que vous ne soyez enregistré dans le système informatique. Dès lors que vous arrivez à l'aéroport, au point d'entrée des douanes, au poste d'entrée, on sait toutes les informations que vous aviez données au consulat ou à l'ambassade, ils les ont également. Les services d'immigration sont déjà là. Ils savent tout sur vous, vos origines, etc., etc. Donc je pense que de cette manière-là, on arrive quand même à garder nos frontières.
Et ce n'est pas le cas dans nos pays africains. Et je pense que nos pays africains devraient en fait relever le niveau et essayer d'informatiser en fait ce genre de données-là. Vous avez soulevé également un élément très important, c'est la question de la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Oui. Ça veut dire tout simplement que les Burkinabés aussi doivent avoir ce qu'on appelle le réflexe sécuritaire. Absolument. Parce que on nous a imposé une guerre. On a imposé la guerre, d'ailleurs, c'est une guerre mondiale, en fait, on peut dire, puisque le terrorisme intervient sur la scène globale. Alors, donc, il me semble on nous a imposé une guerre, et tout citoyen aussi doit se responsabiliser et doit prendre parti de la recherche de solutions pour contrecarrer, en fait, ces effets terroristes-là, par l'observation des comportements personnel pour se garder de certains lieux, de certains comportements, et également pour voir s'il y a, pour détecter en fait des comportements, on va dire un peu louches, que l'on pourrait peut-être signifier aux forces de défense et de sécurité pour qu'elles puissent intervenir à temps. Voilà. Alors, je voudrais vous entendre sur un élément important. Beaucoup vous disent que c'est l'incivisme, souvent le désordre organisé un peu partout au Burkina, qui favorise peut-être l'infiltration de ces terroristes. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent là? Partiellement, oui. Je pense que l'incivisme, c'est un débat, c'est un sujet d'actualité. Ça a été débattu dans plusieurs organes, oui, de plusieurs manières. Et j'ai entendu beaucoup de versions sur ce thème-là. Mais tout le monde est unanime pour dire que c'est un problème au Burkina Faso. Et en fait, dans la confusion en fait sert on va dire, de tremplin à des attaques également. Parce que lorsqu'il y a une confusion, ça veut dire qu'il y a un manque de contrôle. Et donc, les terroristes peuvent voir cela comme une faille et en profiter. Et je crois d'ailleurs, même si les radios locales, quelques personnes avaient accusé la grève récente des routiers comme étant peut-être, comme pouvant être plutôt, c'est une hypothèse, pouvant être une raison par laquelle plutôt les terroristes sont entrés au Burkina Faso. Vous voyez. Donc je pense que l'incivisme, pardon, au niveau populaire, oui, mais au niveau aussi des décideurs, du gouvernement, etc., on l'a vu pendant plusieurs années. Et je pense que les citoyens, quelquefois, copient également ce qui est au sommet de l'État. Voilà, donc ce n'est pas un problème, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un problème récent, c'est un problème qui s'est étalé sur plusieurs années et nous vivons les conséquences également maintenant. Alors pour vous, la thérapie peut être quoi pour lutter contre l'incivisme au Burkina? Bon, d'abord au niveau des écoles, je suis enseignant, je me souviens d'une époque où on nous imposait à l'école l'instruction civique et morale. C'est-à-dire, et cela fait partie aussi des vertus du patriotisme, de l'identité nationale. On vous apprend à être moralement correct et à respecter les valeurs qui font de vous un homme intègre ou un homme honorable, ou une femme honorable ou une femme intègre. Ou également, on vous apprend les valeurs civiques, comment être citoyen. Voilà, quels sont les actes que vous pouvez poser qui vont en fait contribuer au développement de votre pays de façon citoyenne. Voyez. Donc je pense que le retour donc, à ces valeurs-là, on devrait enseigner cela au niveau des écoles et au niveau général également essayer de faire de la sensibilisation parce que l'école au Burkina Faso touche une certaine minorité de la population, mais de façon globale, il faudrait aussi sensibiliser les populations rurales, etc., à un certain type de comportement. Parce que nous vivons une ère nouvelle, moderne, et il y a des comportements qu'on devrait essayer de recadrer. Alors, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation, on y reste encore un instant. Au niveau du BEPC et du baccalauréat, le niveau est substantiellement en baisse. Les taux de succès sont en recul au Burkina Faso. Est-ce que vous expliquez concrètement ce qui arrive actuellement au pays? Vous qui êtes enseignant, vous qui êtes du domaine. Bon, il faut d'abord dire que comme j'enseigne de l'autre côté, mais je n'ai pas perdu le contact avec la réalité burkinabé. J'ai ma fille également qui a fait des classes ici. Donc, j'ai constaté effectivement une baisse de niveau. Mais il me semble que toutes les parties doivent porter la responsabilité de ce manque de niveau-là. Il y a d'abord le gouvernement. Ce que j'ai constaté au Burkina Faso, c'est que de par le passé, l'enseignement public était supérieur, c'était en fait la panacée, c'était la norme. De nos jours, nous avons un recours au privé. Mais l'enseignement privé n'est pas forcément aligné sur les valeurs de qualité et, on va dire, de cohérence et de rigueur que l'enseignement public offrait jadis.
Alors, donc déjà, lorsque le gouvernement laisse le privé faire une partie de l'éducation sans contrôle, cela peut contribuer également à une baisse du niveau, parce qu'il n'y a pas un contrôle de qualité. Vous voyez, on assiste ici au Burkina Faso à des institutions qui font de la publicité on va dire, en se gaussant d'avoir obtenu telle ou telle accréditation du CAMES, alors que dans le fond, il s'agit peut-être d'un seul diplôme, il ne s'agit pas de toute la filière. Alors, donc, cela, c'est du clinquant, c'est de la publicité gratuite, et cela trompe en fait les parents d'élèves qui vont inscrire leurs enfants, et souvent, la qualité n'y est pas au niveau professoral, ni au niveau des conditions même matérielles. Voilà, donc déjà, à ce niveau-là, je pense qu'on devrait faire un travail. Le gouvernement devrait beaucoup plus être regardant au niveau du privé. Et puis, je crois qu'au niveau des formateurs également, que sont les professeurs, il faudrait peut-être rehausser le niveau. On nous dit souvent que pour être enseignant, instituteur au Burkina Faso, il faut le niveau BPC. Dans d'autres pays, il faut le niveau bac. C'est un minimum. Au Burkina, on est en Voilà. train d'aller vers cette tendance maintenant. Je pense que ce serait salutaire, ce serait même très bien. Oui. Alors, parlant toujours de l'éducation, quand le ministre de l'enseignement secondaire a parlé de la baisse du niveau, par exemple, du taux de succès au BPC, il a dit que c'est parce que les enfants ne comprenaient pas la langue de Molière. Est-ce là une explication qui tient la route selon vous? Une explication, c'est qu'il y a de moins en moins de lecteurs au Burkina Faso. Les jeunes sont beaucoup plus branchés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur l'Internet, etc., etc. Et donc, la lecture n'est pas privilégiée. Et quand on parle d'une mauvaise appréhension du français, d'une mauvaise compréhension du français, cela aussi va dans ce sens-là. Il faudrait que nous aussi, on s'interroge en tant que parents, est-ce que nous encourageons nos enfants à lire, vous voyez, et donner aussi ce qu'on appelle le plaisir de la lecture, le plaisir du texte. Vous voyez, lire aussi, partager avec ses camarades ou avec ses parents ce qu'on a lu, cela participe aussi d'une certaine promotion de la lecture. Ouais, donc je pense que c'est cela. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'accaparement du privé, donc du système éducatif burkinabé. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est le même mécanisme de fonctionnement? Quelque peu, oui, mais il y a aussi des mécanismes de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a des normes, le public et le privé sont soumis tous les deux à des normes, on va dire fédérales, qui font que pour être déclaré comme université, il faut remplir certaines conditions. Moi, je me scandalise quelquefois de voir dans la ville des bâtiments qui n'ont l'air de rien, mais qui portent le nom d'université. Et ce n'est pas cela une université. Vous voyez, donc on fait de la réclame, on fait de la publicité pour attirer les étudiants, mais la formation qui leur est donnée n'est pas vraiment donc pour universitaire. vous, une université, c'est vraiment un temple et vraiment toutes les commodités. Il y a d'abord, au niveau de l'effectif, il faut d'abord la qualité des professeurs. Ce sont des professeurs, quand on parle d'université, il faut que ce soit des intervenants qui aient au moins le doctorat. Et ce n'est pas le cas dans plusieurs universités. Il va y avoir des personnes qui ont la maîtrise ou le master qui vont venir enseigner. Alors que dans les universités, je vais prendre l'exemple de mon université, plus de 90% des professeurs ont un doctorat. Voilà. Donc le reste, ce sont ce qu'on appelle les instructors, des instructeurs, des chargés de cours, qui vont enseigner des cours à un certain niveau. Mais ces personnes-là ne sont pas majoritaires. C'est ceux qui détiennent le doctorat qui sont majoritaires. Donc déjà, cela est très, très, très important. Que l'on arrive à la pointe de la connaissance. Et aussi, il y a le côté pédagogique. Combien d'universités, on va dire d'universités privées ou d'écoles privées ici au Burkina Faso organisent des activités pédagogiques pour les professeurs, etc., pour les mettre à niveau? Cela aussi est un grand problème. C'est pourquoi je revenais en fait à ce que j'avais dit au début. Le public reste jusqu'à présent, l'enseignement public au Burkina Faso reste jusqu'à présent le seul label de qualité de l'enseignement. Et on le voit souvent des universitaires du public qui vont enseigner dans le privé parce que leur expertise est assurée et contrôlée. Vous voyez? Donc, alors, parlant des cadres, vous pensez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ne méritent pas d'être transformés en des écoles supérieures, des instituts supérieurs de formation? Bon, c'est comme je l'ai dit, il y a la différence entre institut et université. Pour être université, l'université c'est un ensemble d'instituts. Vous voyez? Et aussi, il y a, comme je l'ai dit aussi, il y a le niveau qualité de l'enseignement, c'est-à-dire même niveau de grade de l'enseignement. Et on peut avoir un institut où la plupart des intervenants sont des personnes qui détiennent soit la maîtrise, soit le DEA ou le master. Ce n'est pas une université.
Oui, c'est un institut peut-être de niveau supérieur, mais qui n'a pas vraiment vocation à être université. Et quelquefois, on fait l'amalgame, il y a des gens qui vont nommer leur bâtiment ou leur institution université, alors que ce n'est pas le cas. Et il y a aussi une question d'infrastructure, c'est vrai. Une université, c'est assez imposant. On appelle, ça fait, Le je crois qu'il y temple a, du savoir. voilà, il y a la Il y a ce mot périphrase, qui est le temple utilisé. Voilà. du temple du savoir est quand même assez important, ce terme-là, ce dénominatif-là, pour montrer que c'est un endroit qui est imposant, qui impose le respect. Parce que dans cet espace-là, il y a, on va dire, une combinaison de savoir, il y a une recherche de savoir, et donc cela doit avoir une certaine stature qui impose le respect. Alors dès lors que vous avez un bâtiment qui n'a l'air de rien et qui ressemble à un coin quelconque, moi je ne pense pas que ce soit vraiment une université. Là, il faut peut-être être... Est-ce qu'il faut là, à ce niveau-là, être plus dur au niveau des gouvernants? Parce que oui. récupérer le système éducatif qui est en lambeaux, selon vous? Oui, il faut être beaucoup plus rigoureux. Voilà. Rigoureux dans le sens où il faut imposer des normes aux privés. C'est-à-dire leur imposer un quota au niveau des professeurs d'un certain rang pour pouvoir, on va dire, enseigner dans ces institutions-là. Et puis aussi également faire des contrôles de qualité. C'est-à-dire qu'il y a des audits en fait. Dans les universités américaines, ce que je veux partager avec vous, c'est qu'il y a chaque 5 ans, mon université par exemple, subit un audit. C'est-à-dire qu'il y a des institutions ou des professeurs qui viennent d'autres institutions, d'autres universités, qui viennent en fait étudier notre université pour voir quels sont les points forts, les points faibles, et pour suggérer, en fait, pour faire des recommandations pour l'amélioration de notre université en fonction de la vision même que se donne notre université. Oui, donc je pense que cet audit-là aussi permet, c'est un contrôle de qualité au niveau global, mais il y a aussi un contrôle de qualité au niveau des professeurs qui sont évalués. Aux États-Unis, à la différence du Burkina Faso, chaque cours que vous enseignez, chaque cours qu'un enseignant enseigne, est évalué par les étudiants. Vous voyez, et les étudiants. Oui, et comment ça se passe concrètement? Mais à la fin du semestre, on demande aux étudiants par le passé, c'était un formulaire qu'ils remplissaient, mais de nos jours, on a informatisé cela. Il y a un fichier en ligne où les étudiants vont se connecter et ils répondent à un questionnaire. Ils écrivent aussi des commentaires sur la qualité des cours qui sont enseignés et ils font des suggestions pour l'amélioration des cours. Vous voyez, et sur la base de cela, l'enseignant est noté et il y a aussi une incidence sur son salaire. C'est-à-dire qu'il y a, pour, on va dire, les avancements, il y a une incidence donc sur le salaire. Ça veut dire que si vous êtes mal noté par vos étudiants aux États-Unis, on peut rompre le contrat avec vous l'année suivante, ou bien même cela peut constituer un obstacle à votre évolution dans le système éducatif américain. Quoi que vous fassiez. Où que vous soyez. L'application EcoBank Masterpass QR vous suit partout et à tout instant. Découvrez EcoBank Masterpass QR pour vos paiements sans espèces. Payez sans stress, où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application EcoBank mobile depuis Google Store ou iOS App Store. EcoBank, la banque panafricaine. Ça veut dire que si vous êtes mal noté par vos étudiants aux États-Unis, on peut rompre le contrat avec vous l'année suivante, ou bien même cela peut constituer un obstacle à votre évolution dans le système éducatif américain. On peut rompre si votre contrat vous prédispose à cela. Mais si vous avez déjà la titularisation, on va certainement vous demander de revoir votre enseignement. On va vous demander d'aller vers... Il y a des centres d'enseignement pédagogique, il y a des centres de pédagogie sur le campus qui vont certainement vous aider à recadrer les choses, à revoir votre cours et à réfléchir d'abord, à faire une auto-analyse sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et à prendre en compte les évaluations des étudiants en vue d'améliorer donc votre enseignement.
Oui. Alors, clairement, nous avons encore du chemin à vous écouter attentivement. Je crois que oui. Oui. Et il y a aussi quelque chose qui me sidère, qui m'interloque quelquefois, c'est, on va dire, le ratio étudiant-professeur. Parce que quelquefois, quand je vais à l'université de Ouagadougou, je vois des profs qui ont en face de 1000 étudiants. Alors, je trouve que ces conditions-là ne sont pas très idoines. Et vous, d'habitude, vous êtes confronté à combien d'étudiants par Bon, classe? on va dire quelquefois 20, 25 étudiants, 40 étudiants. Tout au plus. Oui, quelquefois une centaine d'étudiants. Mais lorsque vous avez une centaine d'étudiants, vous avez droit à des assistants. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont en master ou qui ont déjà eu le master, qui commencent un doctorat, qui vont être vos assistants pour ce qui est de la correction, pour ce qui est des travaux dirigés, etc., etc. Voilà. Donc, aux États-Unis, on met un grand point d'honneur sur la qualité et sur le contrôle de connaissances et sur également l'amélioration des enseignants et chercheurs. C'est vrai qu'il y a certaines filières dans lesquelles à l'université de Ouagadougou on se retrouve avec 1000 étudiants, 1500. Je pense notamment à pratiquement toutes les filières aujourd'hui parce qu'au début c'était moins compliqué, mais à tous les niveaux nous sommes confrontés à ces difficultés et cela a un impact sans doute selon vous sur la qualité de l'éducation qui est dispensée. Cela ne fait le nombre d'aucun doute. Tous les pédagogues vous diront, lorsque vous avez beaucoup plus d'étudiants en face de vous, vous ne pouvez pas prêter la même attention à chaque étudiant. Alors que si vous avez une classe assez réduite de 25 étudiants, de 40 étudiants, vous pouvez connaître même les étudiants par leur nom, vous pouvez être attentif à leur progrès. Mais lorsque vous avez 1000 étudiants devant vous, il est pratiquement impossible de faire ce travail-là. Vous voyez, dans certaines facultés, on a même supprimé le mémoire de maîtrise à cause du surnombre de l'effectif pléthorique de ces... Nous sommes dans une dynamique de LMD maintenant, licence, master, doctorat. Oui, mais c'est une dynamique qui est copiée sur les États-Unis, c'est vrai, mais il me semble qu'il y a un manque d'accompagnement. C'est-à-dire que pour faire le LMD, on demande que les étudiants soient connectés. Et le campus n'est pas tout à fait connecté. Du moins, les moyens, la logistique en fait manque pour accompagner cela. C'est un bon modèle, c'est vrai, mais l'accompagnement ne suit pas. Alors, comment faire pour transformer, par exemple, pour que l'université de Ouagadougou, l'université Joseph Kizerbo, Ouaga 1, puisse atteindre l'université de Harvard, comme on le dit régulièrement? Il me semble que c'est un long chemin parce que nous-mêmes, à l'université du Delaware, on veut atteindre Harvard. Il y en a encore du chemin devant nous. C'est vrai que nous sommes ambitieux, c'est vrai, mais Harvard, c'est la crème de la crème. Il y a Harvard, il y a aussi Columbia, il y a Princeton, il y a d'autres universités. La panacée, la solution, c'est de mettre l'accent plutôt sur la qualité de l'enseignement et également sur les contrôles de connaissances et puis également de chercher aussi à donner une certaine visibilité à l'université. Parce que ce qui marche aux États-Unis, c'est votre université en fait acquiert plus de réputation lorsque vous allez à des colloques internationaux, lorsque vos chercheurs sont distingués ailleurs, etc., etc. C'est des choses sur lesquelles aussi on doit s'appuyer pour améliorer la qualité donc, de notre université. Est-ce que nous ne sommes pas coupables aussi de la négligence de certaines de nos personnalités? On a vu par exemple le premier agrégé de l'histoire du continent, Joseph Kizerbo. C'est après sa mort, après carrément sa mort, qu'on a reconnu tous ses mérites parce qu'il était un homme politique opposant. Oui, je l'ai déjà dit d'ailleurs parce que Kizerbo aussi intervient un peu dans l'ouvrage que j'ai écrit. Je pense que le professeur Joseph Kizerbo a été victime d'un procès politique. En fait, c'est un enseignant-chercheur de renom international, de renommée internationale. Qui n'aurait pas dû faire la politique? Je n'ai pas dit qu'il n'aurait pas dû faire la politique, mais à cause du fait qu'il a fait la politique, on lui a fait un procès politique. Je me rappelle qu'il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, on parlait de ce projet de renommer ou de baptiser l'université de Ouagadougou du nom du professeur Joseph Kizerbo. Et il y avait beaucoup de réticences, il y avait beaucoup, on va dire, de discussions et beaucoup, on va dire, d'opposition à cela. Et moi, j'ai détecté qu'en fait, on faisait à ce monsieur un procès politique parce que sur le plan universitaire, c'est un chercheur émérite de renommée internationale. Lorsque vous sortez du Burkina Faso, quand on dit Joseph Kizerbo, tous les Africains sont unanimes. Oui, c'est ce monsieur qui a écrit l'histoire générale de l'Afrique, etc., etc. Donc, je pense que oui, on a un problème au niveau donc, de la considération de certains hommes de valeur. Ce n'est pas seulement Joseph Kizerbo. Il y a Nazi Boni, il y a Ouizan Koulibaly, il y a d'autres personnes qui sont passées par oubli. Je n'oublierai pas Thomas Sankara non plus, qui revient certainement à l'ordre du jour. On a tendance à ne pas célébrer nos héros.
Et je pense que le Burkina devrait peut-être faire un effort dans cette recherche-là de l'excellence, à travers aussi des personnalités qui ont apporté quelque chose à notre pays. Nazi Boni a déjà son nom qui figure à l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Oui, c'est vrai. Koudougou, il y a Norbert Zongo, ce journaliste émérite dont le nom portera. Le nom va être bien entendu gravé à jamais pour toujours dans les annales de l'histoire. Alors peut-être c'est un bon début. C'est un bon début, mais il a fallu que des personnes luttent pour cela. Il a fallu qu'il y ait quand même des pétitions, des lobbies pour que quand même on donne à ces personnes-là une certaine attention. Vous voyez, mais je pense que moi, dans ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs personnalités qui ont assumé des fonctions prestigieuses, mais qui ne sont pas forcément à l'ordre du jour. Toujours dans mes recherches, je suis tombé récemment sur l'ouvrage, une autobiographie de Sungalo Ouedraogo, M. Sungalo Ouedraogo, que j'ai découvert comme cela. Et au vu de son parcours, je me dis, voici un homme qui est... Mais il est méconnu du public. Il est méconnu du public, voilà. Et voici un homme d'une grande stature internationale d'ailleurs, parce qu'il a travaillé aussi à l'UNESCO, si je ne m'abuse, mais dont on ne parle pas. Vous voyez, alors qu'il aurait pu apporter quelque chose à ce pays-là. Donc voilà, pour vous dire qu'on devrait faire un effort dans la valorisation des ressources humaines et des personnalités burkinabées. D'autres pays le font mieux que nous. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays le font mieux que nous. Alors pourquoi ne pas nous mettre à leur école également? Alors on espère qu'un jour l'université de Ouagadougou atteindra Harvard ou Columbia. Ben, on espère bien, mais avec beaucoup plus de travail, beaucoup plus de rigueur. Parce que pour moi, c'est la rigueur qui est l'une des valeurs les plus sûres des États-Unis qui font que ces universités-là arrivent à un certain niveau. La rigueur, c'est, on va dire, l'imposition de certaines normes, voilà, de certains objectifs également, qu'on doit toujours vérifier. Il faut discipliner d'abord les étudiants et discipliner les étudiants, discipliner les professeurs et faire partager avec eux la vocation de votre université, la vision que vous voulez vous donner. Et tout le monde va en fait travailler dans ce sens-là. Je vous apprends que lorsqu'il y a, en fait chez nous, on parle de président d'université, lorsqu'on on fait un appel à candidature, et quand on fait un choix d'un président d'université, ce président d'université doit donner en fait en somme une certaine déclaration de politique générale. Quelle vision est-ce qu'il a pour cette université? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle orientation va-t-il donner à cette université? Et c'est très important. Et il doit également faire partager cela à la communauté universitaire, que ce soit les profs, que ce soit les étudiants et même les travailleurs qui s'occupent de l'infrastructure. Le personnel Atos. Le personnel, voilà, Atos, comme vous dites. Donc cela est très important. Et à mi-parcours, on fait un bilan et on essaie de recadrer les choses. Et on a... Malheureusement, chez nous, on nomme en conseil des ministres, il prend fonction et il est dans la logique de la continuité. Ça veut dire qu'il faut peut-être commencer à dire, à partir de maintenant, quand on est président d'université au Burkina Faso, il faut que vous ayez un programme pour votre université. Absolument. Je pense que c'est très important parce que cela va fédérer toutes les énergies. Et cela va dynamiser en fait le campus parce que cette orientation-là, c'est une adhésion de tout le monde, c'est une adhésion populaire de toutes les composantes de l'université et cela ne va faire qu'avancer les choses. On espère que vous avez été bien entendu par les autorités politiques à ce niveau-là. Alors, 2014, le Burkina a subi une insurrection, 2015, un coup d'État avorté par la volonté populaire, 2016, de nouvelles élections et aujourd'hui, le pays est dans un tournant pour beaucoup assez difficile. Certains pensent que des progrès sont enregistrés. Vous, quelle est votre lecture de la gouvernance actuelle du pays? Bon... Bon, ma lecture serait une lecture un peu vue de l'extérieur. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je voudrais d'abord souligner, et ce n'est pas un point d'orgueil, mais c'est humblement que je le dis, j'ai participé à l'insurrection populaire parce que j'étais ici, au Burkina Faso, entre 2014 et 2015, lorsque j'étais en année sabbatique. Et par conviction personnelle, je me suis engagé dans cette contestation de l'article 37 et du prolongement du mandat de ce président que nous avons tous fait partir. Et je pense que j'ai vécu aussi également la transition qui a été difficile, mais je crois que tous les Burkinabés devraient être fiers quand même de savoir que cette transition-là est marché. Parce que dans d'autres pays, on ne réussit pas une transition en une année. On le voit en Centrafrique, on le voit même en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, c'est difficile. Vous voyez, mais le Burkinabé, tous les Burkinabés, ils doivent s'auto-féliciter d'avoir réussi cette transition-là. Maintenant, le gouvernement qui a succédé à la transition a aussi hérité d'une situation un peu difficile parce qu'il y a aussi ce qu'on note au Burkina Faso, c'est une montée de l'opinion publique. Dès la chute de l'ancien président, les Burkinabés sont devenus plus
volubiles, donc devenus plus regardants sur la conduite des affaires du pays. Et d'ailleurs, c'est très bien, c'est un acte citoyen que les citoyens arrivent à vocaliser, à exprimer leur opinion sur la marche du gouvernement. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, le gouvernement qui a succédé donc à la transition se trouve dans une situation de continuité, mais aussi essaie de faire une certaine rupture par rapport à l'ancien gouvernement. Et c'est souvent difficile de le faire. Alors, je crois que les critiques sont les bienvenues. C'est les critiques d'ailleurs, je pense qu'on devrait tous être sensibles à la critique parce que la critique nous grandit, nous permet en fait de nous surpasser. Voilà, donc le gouvernement actuel devrait écouter les masses, il devrait écouter également les spécialistes. Sur votre plateau, je sais que vous avez reçu certainement des spécialistes qui font des analyses macroéconomiques ou microéconomiques de cette nation. Et donc, je pense que cela est très important, d'être à l'écoute de toutes les couches de la société pour réorienter en fait le développement de ce pays-là. Alors, faut-il avoir un recadrage sur certains domaines de par la vision que vous avez de Burkina Faso? Bon, la vision, c'est un peu trop dire. Je suis un observateur, c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai une vision, ce serait trop politique. Je pense qu'au niveau économique, beaucoup de choses doivent être faites. Tout à l'heure, je crois que récemment, il y a eu une loi qui est passée à l'Assemblée nationale. Sur les PPP. Voilà, sur les PPP. Voilà, je crois que l'objectif, c'est d'accélérer en fait voilà, les projets, de permettre, de faciliter en fait, on va dire la livraison de certains projets, etc., etc. L'objectif est noble, mais il faut mettre aussi des garde-fous parce qu'il y a eu des oppositions. Il faut écouter ce que ces gens, les opposants ou les oppositions, même du citoyen lambda, c'est dire qu'il faut essayer de mettre des garde-fous de sorte qu'on n'ait pas du népotisme, du favoritisme dans ce genre de partenariat-là. Voilà. Alors, un autre élément très important à notre humble avis, c'est votre livre. Vous êtes venu pour la promotion de ce document. Récit de vie au Burkina Faso, enjeux rhétorique, réception. Était-il opportun pour vous de revenir sur ces éléments-là? Absolument. Oui, parce que je voudrais répondre à votre question de façon oblique, oui. En vous disant que d'abord, cet ouvrage est mon second ouvrage. Le premier a porté sur l'autobiographie comparée en Afrique et aux Antilles. J'ai étudié dans mon premier ouvrage l'autobiographie de Amadou Hampâté-Bâ, de Kesso Barry, qui est de la Guinée, et également de Valentin Mudimbe, qui est du Congo. Vous voyez, et pour la partie antillaise, j'ai étudié l'autobiographie de Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau et de Maryse Condé. Alors, lorsque j'ai publié cet ouvrage, qui était en anglais, qui était en fait une version remaniée et augmentée de ma thèse, lorsque je l'ai présenté au Burkina Faso, on m'a tous posé la question, mais à quand la traduction de votre ouvrage? Et je me suis trouvé déjà donc, devant une impasse. Et je me suis dit, je me suis donné comme vocation, ou du moins comme défi, de publier un second ouvrage en français cette fois-ci. Et par la force des choses, cet ouvrage porte sur le Burkina Faso. Donc c'est un concours de circonstances qui m'a conduit à cela. Alors de façon générale, comment résumez-vous le contenu de votre ouvrage pour que le commun des Burkinabés puisse comprendre l'utilité d'un tel document pour l'ensemble du peuple burkinabé? Bon, parce que quand on parle d'enjeux, de rhétorique et de réception, ce pas des thèmes qui sont connus de tous et acceptés aussi facilement. Oui, mais le terme enjeu quand même existe dans le vocabulaire ordinaire. Les enjeux, ce sont les questions d'importance. Vous voyez, quelles sont les questions d'importance lorsque quelqu'un raconte sa vie? Moi, j'ai essayé d'étudier, d'abord de faire, on va dire, un inventaire de tout ce qui était écriture de soi au Burkina Faso. Comment est-ce que les gens écrivent leur vie, quelles sont les différentes catégories. Mais en même temps, ça vous donne une idée un peu de ce qu'est la société burkinabé? Oui, absolument, puisqu'il y a plusieurs acteurs. Et je me permets de vous dire d'ailleurs que lors de ma recherche voilà, sur mon livre, j'ai constaté que beaucoup moins de femmes écrivent sur leur vie. Donc il y a déjà un aspect aussi réservé aux hommes, c'est-à-dire que les récits de vie sont un domaine presque exclusivement réservé aux hommes, et les femmes interviennent de façon, on va dire, ponctuelle. Vous voyez, mais pour revenir au thème de l'enjeu, c'est des questions d'importance. Quelle est l'importance des récits de vie pour les Burkinabés ou pour le Burkina Faso en tant que nation, en tant que pays? Moi, je vois là un enjeu historique, c'est-à-dire que ceux qui ont vécu, ceux de nos parents, de nos grands-parents qui ont vécu sous la colonisation et qui écrivent leur récit de vie,
ils peuvent nous apporter à nous autres une connaissance beaucoup plus, on va dire, objective de ce qu'était la colonisation, au contraire de ce que nous subissons habituellement, c'est-à-dire que les archives que consultent nos historiens pour l'écriture de l'histoire du Burkina Faso se trouvent en France en général. Et à cause de l'histoire tourmentée du Burkina Faso qui a été démembrée et remembrée, une partie de notre histoire se trouve dans d'autres pays comme le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire par exemple. Alors pour moi, les récits de vie de burkinabés qui ont vécu sous la colonisation doivent être étudiés par les historiens burkinabés pour en fait essayer en fait de réécrire cette histoire de notre pays. Vous voyez, donc c'est un enjeu national pour moi. D'accord, alors parlons de rhétorique à ce niveau. Oui, la rhétorique, c'est un domaine d'étude du langage. On définit la rhétorique comme dans l'agencement du discours en vue de persuader un auditoire. Alors, j'ai fait intervenir la rhétorique parce qu'on n'écrit pas sa vie juste pour écrire sa vie. On écrit sa vie pour parler à des personnes, pour aussi défendre une cause. Et j'ai donné dans mon ouvrage, à la fin de mon ouvrage où j'aborde un peu la rhétorique, j'ai parlé du cas du professeur Laurent Bado, qui a écrit Mon expérience politique, où il revient un peu sur son expérience politique, le parent, les 30 millions, etc. etc. Mais lorsqu'on lit cet ouvrage, on se rend compte que le professeur ne s'adresse pas seulement aux hommes, aux Burkinabés que nous sommes. Il se présente un peu comme étant victime de l'incompréhension des hommes et il s'en remet à Dieu. Vous voyez, donc il y a déjà un dimensionnement de son discours qui dépasse en fait les hommes et qui s'adresse un peu à Dieu parce qu'il se sent incompris. C'est comme un prophète qui est incompris dans son propre pays. Vous voyez, donc c'est un peu ça la rhétorique en fait. Et j'essaie également de montrer cela dans le livre le chapitre 3, dans lequel je fais une étude croisée du récit de vie en collaboration de Adama Dramé, l'homme de culture Adama Dramé, et d'une juriste suisse, et que je mets en opposition à un récit de vie d'un chercheur américain qui s'appelle John Miller Chernoff, qui a documenté la vie d'une Burkinabé qui était immigrée, dont les parents étaient immigrés au Ghana. Voilà. Alors, ce que j'essaie de montrer du côté rhétorique, c'est comment est-ce que le chercheur américain utilise le récit de vie des Awa pour se faire valoir lui-même au niveau académique, au détriment de la personne des Awa, qui n'est pas co-auteur du livre. Son nom n'apparaît pas sur la couverture de l'ouvrage. Ce qui est assez intéressant. Voilà. Alors, ça me ramène à vous poser cette question. Est-ce que nos valeurs aujourd'hui ont été totalement dévalorisées avec l'évolution du temps, de par ce que vous avez pu faire comme constat, de par vos recherches? Bon, d'abord, comme constat personnel, puisque j'ai d'abord vécu là, dans ce pays, je suis parti ailleurs. Alors, j'ai un point de vue à la fois interne et externe. Je remarque une déperdition des valeurs. Tout le monde en parle, c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de valeurs d'argent au Burkina Faso. Il y a aussi beaucoup d'attention sur les biens matériels. C'est-à-dire qu'au Burkina Faso, ici, j'ai été scandalisé de voir des voitures qui consomment, d'une grande consommation, que même aux États-Unis, les gens ne se permettraient pas d'avoir comme ça voilà, une minorité de personnes, peut-être des athlètes ou des joueurs de football américains qui brassent des millions et des milliards. Oui, mais au Burkina Faso, j'ai vu des voitures ici qui... Je n'en revenais pas. Je ne pensais pas tout voir ces voitures-là au Burkina. Est-ce qu'un signe d'évolution c'est une monstration ou bien de... Non, c'est une somme. Je pense que c'est une forme de promotion personnelle, de vouloir en imposer aux autres. Et je pense que souvent c'est déplacé en fait. Pour un pays pauvre que nous sommes, je pense qu'il y a des impératifs, il y a d'autres enjeux, pour revenir au terme enjeu, et des enjeux économiques, de réduction de la consommation, etc. etc. Mais lorsqu'on importe ces voitures qui consomment beaucoup d'essence, je pense que ça pose un problème. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres valeurs, il y a le respect dû aux aînés qui n'est plus à l'ordre du jour. J'ai constaté cela plusieurs fois, alors que par le passé, l'aîné était quelqu'un de respecté et de respectable. Voilà. J'aimerais parce que nous nous acheminons pratiquement vers la fin de ce rendez-vous, on va recommander aux populations burkinabées de s'attacher les services des librairies de la place pour payer le document, parce qu'il est quand même assez pertinent en termes de contenu et de valeurs ajoutées pour la sensibilisation des jeunes. Récit de vie au Burkina Faso, enjeux, rhétorique, réception. Un document donc de Edgar Sankara. Alors, je m'en voudrais de terminer l'émission sans vous poser la question suivante. Vous êtes
un citoyen américain, vous êtes burkinabé également, mais vous nous avez dit à l'entame de cette émission, vous êtes un démocrate. Alors vous, démocrate, quelle appréciation faites-vous de la gouvernance du républicain Donald Trump aujourd'hui? Bon, d'abord démocrate parce que c'est un choix que toute personne américaine qui doit voter doit faire. C'est-à-dire qu'on doit s'affilier à un parti. On peut aussi décider d'être indépendant, de ne pas afficher ses convictions. Moi, j'ai choisi les démocrates parce que c'est cette sensibilité-là qui me parle le plus. Les démocrates, c'est un parti qui est pour l'inclusion. C'est un parti qui est sensible aux minorités économiques, aux minorités ethniques, etc., et qui veut la promotion de ces personnes-là. C'est un ensemble de valeurs qui entre aussi dans l'idée même de ce qu'est l'Amérique. C'est-à-dire qu'en Amérique, quelqu'un peut venir avec sans argent et grâce à son effort personnel peut devenir millionnaire, peut devenir quelqu'un, peut se réaliser. Donc c'est cette chance-là que donnent les démocrates aux citoyens américains et aux immigrés, parce que les démocrates également sont très favorables aux immigrés à l'encontre des républicains qui sont anti-immigration. Vous voyez? Donc, mon appréciation de Donald Trump, d'abord, il faut le savoir, je n'ai pas voté pour lui. J'ai voté pour l'autre candidate qui, il faut le rappeler, a obtenu le vote populaire. Hillary Clinton. Hillary Clinton a obtenu le vote populaire, mais elle n'a pas obtenu le vote des grands électeurs. Et c'est pourquoi elle n'a pas reçu l'approbation générale. Est-ce qu'avec un monsieur comme Donald Trump, président des États-Unis, il faut s'inquiéter de l'avenir du monde? Les menaces avec la Corée du Nord, et puis il y a également le Venezuela. Absolument, je crois qu'il faut, parce qu'un président aussi, je crois que c'est une posture, c'est une aura, c'est une image qu'on projette. Et je crois qu'un président, c'est une image de respectabilité vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis des autres également. Voyez. Alors, dès lors qu'on a un président qui est bouillant, qui ne respecte pas la convenance, cela crée un peu d'inégalité. Cela peut même être dangereux pour le pays et pour l'ensemble du monde. On espère qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Nous espérons et nous prions que cela ne se passe pas ainsi. Voilà. Monsieur Sankara, je vous dirais merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Très bonne suite à vous, parce que vous repartez donc aux États-Unis au niveau de l'Université de Delaware. C'est bien cela. Professeur de littérature francophone. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir également contribué un tant soit peu donc à la sensibilisation de ce public qui nous suit, qui nous regarde au quotidien. Je vous remercie. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis et très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.